Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un live sur le deuil. On va aller échanger sur ce thème avec Laurence qui va nous rejoindre d'ici peu. Vous pouvez la retrouver sur le compte En Deuil, c'est En Deuil-bas et. Donc, vous retrouverez les coordonnées de Laurence juste sous la vidéo quand je la mettrai en replay. Ce thème, il est un petit peu particulier. Ça peut vous aider un peu, mais je trouvais intéressant d'aller justement partager sur un thème sur lequel on n'ose pas toujours partager. Pour ceux qui vont nous regarder en replay, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager, commenter, liker. C'est aussi pour nous une façon de voir que que vous avez regardé la vidéo et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions en différé. Coucou! Bonjour. Alors, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. C'est ce que je disais juste avant, que ceux qui nous regarderont en replay, n'hésitent pas à nous poser leurs questions au fur et à mesure voilà, de ce qui vient aussi, parce que c'est intéressant d'écouter simplement les questions qui vont venir par rapport à nos échanges. Et puis ceux qui sont en live, c'est la même chose. N'hésitez pas à commenter, poster vos questions. Dites-nous un petit coucou si tout va bien, si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Comme ça, on saura que vous êtes avec nous ou simplement un petit cœur sur le côté. Alors, ma première question finalement, ça va être qui es-tu? Haha. Alors, donc, déjà, je m'appelle Laurence Brun. Donc, j'ai créé ce compte. Alors, endeuillé en 3 mots. Du coup, je vais démarrer par ça. Tu vas voir Oui, pourquoi. oui. En, plus loin, deuil, plus loin et. Parce qu'on est en deuil et puis, il se passera d'autres choses. Voilà, c'était vraiment l'idée Hmm. au départ de créer ce nom-là. Alors, comment on arrive à parler du deuil et à travailler autour du deuil? Je pense que c'est vraiment une question qui revient tout le temps. À la base, je suis assistante sociale, donc on a envie de dire rien à voir. Et Donc, pourtant. sauf qu'en fait, toutes les assistantes sociales et tous les gens qui bossent dans le social et dans l'éducatif un jour sont aux côtés d'une personne endeuillée. Ça arrive régulièrement. Et moi, j'ai eu un boulot très particulier. Je travaillais dans une association d'aide aux victimes. Donc, je travaillais à côté des gendarmes. Donc, les gendarmes faisaient leur travail d'enquête, etc. Et moi, j'arrivais au nom de l'association pour prendre en charge ou accompagner la famille, les personnes. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré pour la première fois des gens endeuillés, toujours très brutalement, parce que les gendarmes, ils interviennent parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un assassinat, parce qu'il y a un suicide. C'est les 3 grandes catégories dans lesquelles ils interviennent. Et du coup, ben, derrière ça, je me suis retrouvée en direct aux côtés de ces gens-là et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien sur le deuil, à part qu'on était triste. Ce qui n'était C'est pas ça. très aidant pour accompagner les gens. Non, c'est ça. C'est à peu près tout. Si on demande à quelqu'un quelle est ta définition du deuil, bah, c'est un passage où on est triste. Et après, qu'est-ce Et qui se après, passe? qu'est-ce qui se passe après? Donc du coup, j'ai d'abord bouquiné, je suis allée voir alors, un auteur dont je parle tout le temps, c'est Christophe Fauré, qui est quelqu'un voilà, qui a écrit de manière fluide, facile d'accès sur le deuil et sur le processus de deuil. Et puis, comme pour vraiment accompagner les gens, ça ne me suffisait pas, j'ai fait un diplôme universitaire sur le deuil et le travail de deuil. Et puis bah, après, je me suis installée en libéral. J'ai dit, allez, soyons fous, proposons, parce que dans mon travail d'assistante sociale, ce que je n'arrivais pas à trouver derrière, c'était des relais. Alors, j'en trouvais, hein. Il y a des super psychologues qui font un super Ouais. accompagnement là-dessus, mais des relais qui aient vraiment été là dans l'accompagnement du deuil et pas dans l'accompagnement psychologique. Ça, Ouais. ça Je vois ce existe. que tu veux dire parce que j'ai travaillé une année en association de placement et bien souvent il y a des enfants qui sont placés, qui sont confrontés au deuil. C'est une part. Puis après j'ai travaillé une année en foyer de l'enfance et ben j'ai retrouvé cette même population finalement. Et c'est vrai qu'on a tendance à accompagner sur le plan administratif, psychologique, mais après, il y a toute une part qui reste là en suspens, et puis ils savent pas trop quoi en faire. Et puis, il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller voir un psychologue parce qu'ils Mm, sont en mm. deuil. Il y a un côté, alors pour plein de raisons qui appartiennent à chacun, mais c'est vraiment, ça peut être un vrai blocage. Et c'est dommage parce que parfois, être accompagné, pas forcément très longtemps, je m'étais amusée, enfin amusée, j'avais calculé,
en moyenne, combien les gens venaient me voir, combien de fois. On était sur 6-7 fois. C'est pas beaucoup, hein. Non, C'est pas non, beaucoup. c'est pas beaucoup. Et par contre, ces 6-7 fois-là étaient essentielles pour les gens. Donc, Et c'est ça parce que c'est aussi le côté, on n'a pas envie de voir un psy des fois parce qu'on se dit, c'est voué à durer longtemps. Et là, je vais avoir besoin d'une aide ponctuelle, mais après, ça va aller mieux. Donc, on a cette vision du psy avec une thérapie qui dure 10 ans. ça aussi, il faudrait un peu dépoussiérer Mais cette oui, vision parce parce qu'il que y a de c'est pas plus en ça. plus. Non, c'est fini, il y a de plus en Mais plus de il y a ce truc professionnels. qui est ancré en nous de, C'est vrai. ouais, bon, si je commence une thérapie, il va y avoir tellement de trucs qui vont sortir des tiroirs que j'en ai pour une éternité. C'est vrai. Alors ça aussi, c'était très clair pour moi. Je ne suis pas psychologue, donc je Mm. n'allais pas plus loin que l'accompagnement du deuil. Parfois, un deuil va faire émerger des choses qui étaient sous-jacentes et que jusque-là, la personne vivait plutôt bien. Et j'avais autour de moi des psychologues que j'avais rencontrés, avec qui j'avais discuté, donc que je savais être assez à l'aise avec cette question du deuil, parce que c'est pas non plus parce qu'on est psychologue qu'on est à l'aise avec cette question-là, hein. Non. Donc, et qui était vraiment au clair sur ça. Et du coup, je pouvais derrière orienter les gens en leur disant là très clairement l'accompagnement sur la question du deuil. On est arrivé à tout ce qu'on pouvait faire ensemble. Mm. Si vous avez envie de continuer, c'est plus dans mes compétences. Je passe la main et je vous envoie, voilà, je vous propose telle ou telle personne. Et ça, c'est très chouette parce que les gens, ils partent en sécurité vers le collègue et ils Mm. arrivent en se disant c'est OK, je vais être bien, bien entouré, bien accompagné. Donc, c'est C'est aussi ça, il y a cette parfois importance de, ben, si toi, on te fait confiance et que tu fais confiance à l'autre personne, c'est beaucoup plus facile de passer le pas. Il y a ce côté aussi quand on recommande quelqu'un, c'est qu'on sait que ça peut fonctionner. C'est beaucoup moins difficile. Ce que je te propose, parce qu'on parle deuil, mais pour certains, c'est peut-être pas très clair. Est-ce que tu veux nous donner ta définition à toi du deuil? Et je sais qu'il y en a différentes, oui. mais voilà, je te laisse nous partager la tienne. Alors, c'est vrai que moi, déjà, je parle de deuil quand il y a la mort, soit d'une personne, soit d'un animal avec lequel on était en relation. Mm. Relation, ça ne veut pas dire bonne relation. C'est parfois très compliqué de faire le deuil de quelqu'un avec qui on était en conflit. C'est d'ailleurs Oui, souvent plutôt compliqué. mais surtout quand il y a rupture de dialogue, etc. Tout à fait. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites, si on n'a pas pu aller au bout, voilà. Et Mm. le deuil, c'est un processus, c'est quelque chose qui se met, c'est un réflexe. C'est-à-dire que je ne peux pas décider d'être en deuil ou de ne pas l'être. Au moment où j'apprends la mort de la personne, que je le veuille ou non, il y a un processus psychologique qui se met en route. Exactement, alors je reprends un peu les mots de Christophe Fauré, mais je me le permets, quand on se blesse, que je fasse quelque chose ou pas, mon organisme va se mettre en mode de cicatrisation. Ça ne va pas forcément bien se passer si je fais rien, mais je ne peux pas l'empêcher. Je suis obligée, enfin mon corps va le faire, quoi que je veuille. Pour le deuil, c'est pareil. Ça, c'est le processus de deuil. Ça va plus ou moins bien se passer, on vit plein de deuils dans nos vies et heureusement, ils ne sont pas tous à la même force. C'est important ce que tu dis là, que chaque deuil n'est pas censé ressembler au précédent. Tout Parce à fait. que moi, ça m'est arrivé lors d'accompagnement où j'avais des personnes qui me disaient mais je suis pas aussi triste que pour telle autre personne. Je pleure pas autant que pour telle autre personne. Je ressens pas autant le besoin de me rendre enfin, au cimetière ou des choses comme ça. Et finalement, c'est ça. C'est chaque deuil est unique. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'il paraît moins fort que la relation était moins importante aussi. Mm, C'est mm. plutôt dans ce qui est resté peut-être encore à tisser. Ou... il y a parfois des histoires où la personne était très importante, mais on a vu que la personne allait mourir. On l'a compris. Parce que parfois, tout le monde le sait, mais on ne peut pas soi le comprendre. Donc, on a compris que la personne allait mourir et on a pu l'accompagner, on a pu dire tout ce qu'on avait à dire, on a pu partager des moments, on a pu être... Alors, c'est jamais serein et totalement bien parce qu'il y a cette tristesse de l'absence derrière, mais on Mm. a pu faire du son mieux par rapport à ça. Et ça, parfois, ça va venir vraiment adoucir le deuil. Ça va pas le... Il va pas être moins fort, mais ça va l'adoucir un peu.
Ouais, moi je sais que c'est ce qui m'est arrivé avec mon papa. Il a été malade pendant plus de 5 années, enfin 6 même. Et finalement, que ce soit ma maman, ma sœur ou moi, c'est un petit peu comme si on avait commencé à faire notre deuil avant son décès. Il y a eu cette espèce de préparation. Et puis, enfin, il nous a accompagnés aussi à mettre tout ça en place. Donc, c'est important de se dire que, bah oui, peut-être qu'on va pas autant pleurer, peut-être qu'on va pas être autant sous le choc, parce que c'est pas une rupture nette, c'est un petit peu comme si c'était fluide et que ça venait. Tout le chemin avait été construit pour en arriver à ce moment du décès, mais tranquillement et dans la douceur. Et c'est Ouais. totalement différent de quand c'est brutal et qu'on s'y Oui, attend pas. tout à fait. Euh, donc ça Ouais. peut être voilà, mais c'est très important. Chaque personne, chaque deuil, finalement, ça va créer un combo totalement différent et on va pas avoir les mêmes besoins à la suite. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que quand une personne décède, donc il y a un certain nombre de gens autour d'elle qui sont endeuillés, et chacun va être endeuillé différemment. Alors, tu prends l'exemple de ton père, donc je me permets de reprendre l'exemple Oui. d'un parent qui a des enfants adultes. Chaque enfant va vivre un deuil différent. Et ça, parfois, ça peut être très compliqué parce Mm. que on peut avoir la sensation que l'autre réagit moins ou que, enfin, on peut être beaucoup dans l'incompréhension. Le deuil, c'est un moment pour les endeuillés, hein, pour les vivants. Parce que je le dis souvent, moi je travaille Ouais. avec les vivants et avec la vie. C'est un moment où il y a beaucoup de risques d'incompréhension avec les autres Mm. et d'isolement social et d'isolement familial aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut beaucoup accompagner les gens. Là, je m'adresse entre autres, s'il y a des professionnels de l'accompagnement qui nous écoutent, c'est vraiment de... Alors, je ne suis pas une professionnelle de la communication non violente, mais bon, quelques bases de CNV, c'est assez facile à acquérir. Moi, je reprends beaucoup ça avec les gens, de leur Mm. dire, OK, alors, vous là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de ça, d'accord. Qui à part vous peut le savoir? Est-ce que votre mari, votre sœur, votre enfant peut le savoir si vous ne le dites pas? Ben non. Ok, ben, essayez de le dire. Et puis derrière, on travaille le comment on le dit, avec quels mots, etc. Parce que c'est vrai que ça va venir apaiser beaucoup, beaucoup de tensions qui ne sont pas du tout nécessaires dans ce moment-là. Il y a assez d'autres choses à gérer. Oui, et puis enfin, il se peut aussi que pour certains, ce soit OK et puis le deuil soit à faire là tout de suite maintenant. Et puis je sais que enfin, le papa de ma fille est décédé quand elle était toute petite. Je crois que je me suis autorisée à faire son deuil peut-être 8 ans après. Ouais. Parce que j'avais dans l'optique de m'occuper de ma fille en priorité. Et pour moi, il était hors de question que je lâche sur ça pour me permettre de faire autre chose. Qui allait prendre peut-être toute la place, c'est parce qu'on ne sait pas. Et on se dit, C'est mais ça. mon Dieu, si je me laisse aller, en fait, elle est toute seule. Donc, bah, qui va s'occuper d'elle? Et il y a ce côté un peu des fois, moi, je l'ai ressenti un peu comme prolonger le deuil et lui laisser de la place, parce que oui, on n'ignore pas, Non, on n'ignore non, non, pas, bien sûr. mais un peu comme si on le décalait dans le temps. Alors, c'est quelque chose qui est un peu comme l'histoire de la cicatrisation. D'abord, ça dépend beaucoup de la profondeur de la blessure. Il y en a où on n'aura pas le choix, on va être tellement par terre de ce qui nous arrive qu'on n'aura pas le choix. Il y a d'ailleurs des gens qui, dans les jours qui suivent le décès, vont être sous médicaments, voire vont être hospitalisés parce que le choc est trop violent et trop Ouais. insupportable. Dans ce cas-là, on n'a pas le choix, ça se fait tout de suite. Ce dont tu parles, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on met plein de stratégies en place en fonction de la situation de vie dans laquelle on est. Si on a à s'occuper que de soi, on ne va pas réagir pareil que si on a de jeunes enfants, effectivement, à s'occuper. Tous les parents, j'ai accompagné plein de parents qui ont perdu un conjoint ou une conjointe, et c'est vrai que l'enfant, il passe en priorité. Tous ces gens-là m'ont appelé en me disant, je ne vous appelle pas pour moi, je vous appelle pour mon enfant. Ok, super, et vous avez raison, c'est super de penser à votre enfant. Intérieurement, moi, je sais que en m'occupant du parent, je vais m'occuper de l'enfant. Ben oui, Tu vois, bien oui, plus mais c'est ça. directement qu'en m'occupant de l'enfant directement, finalement. Parce que le parent, c'est le support, c'est le pilier pour Mm. l'enfant. Et que l'enfant, il va se raccrocher aux parents qui restent. Et que c'est aux parents qui va poser les questions, quand il va être lui très en colère, ben c'est le parent qui va devoir gérer cette colère-là. Mm. Et Ben oui, mais c'est souvent, ça. effectivement, on peut s'occuper de son propre deuil, parce que dans ce cas-là, tu as dû gérer la situation quand même, mais ton propre deuil.
quand tu étais un peu plus disponible, parce que ça prend Mm. beaucoup de place, le deuil, beaucoup. Mais oui, c'est ça. Et je te parlais de ça parce qu'on nous a posé une question justement. Comment faire quand on n'arrive pas à laisser de la place au deuil? Je sais pas s'il y a des petites choses, toi, que tu as déjà abordées avec les personnes que tu as pu accompagner par rapport à ça. Alors souvent, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, on ne laisse pas de place au deuil parce qu'on a peur. On a Mm. peur d'être envahi, on a peur. Alors je reprends souvent l'exemple de ce jeune homme, donc un jeune homme adulte qui avait perdu sa maman et qui me disait, si je m'autorise à pleurer, je vais me noyer dans mes larmes. J'avais trouvé l'expression Mm. extraordinaire. Moi, je prends toujours les mots que les gens me donnent. J'avais dit, OK, alors je vous mets au défi. Bon, il y avait une relation de confiance établie, sinon ça ne marche pas. Je lui ai dit, OK, ben moi je vous mets au défi. Vous allez rentrer chez vous, prévenir votre compagne, qu'elle ne s'inquiète pas. Vous allez vous mettre dans votre chambre et vous allez pleurer. Et vous allez essayer de vous noyer dans vos larmes. Parce que on sait tous que ce n'est pas possible. Sauf que lui, à Ouais. ce moment-là, c'était sa réalité. Je vais me noyer dans les larmes parce que ça ne pourra jamais s'arrêter. Et Et comme puis s'il avait peur, il ne faisait rien. on a ce vocabulaire aussi submergé par l'émotion, débordé par les larmes. C'est un truc, enfin, on entend ça, alors on se dit, mais mon Dieu, si je commence, j'ouvre la vanne, il y aura personne pour m'aider à l'arrêter. Comment ça va se passer? C'est ça, c'est exactement la peur. Mm. Et donc je lui avais dit qu'il risquait de ne pas y arriver, parce que quand même je m'en doutais et qu'il s'en doutait aussi en le verbalisant. Et donc le défi, c'était de réussir à tremper l'oreiller. Pourquoi pas? Il n'y est pas Mm. arrivé. Il a réussi à le mouiller, mais pas à le tremper comme il l'avait imaginé. Par contre, à partir de là, il a pu commencer à exprimer ses émotions sous plein de manières différentes. Donc en fait, la réponse, c'est ça. Quand Ouais. on n'arrive pas, en fait, il faut s'autoriser à exprimer ses émotions. Et si pleurer, c'est pas possible, parce que c'est pas du tout indispensable de pleurer, il n'y a pas d'obligation, on peut écrire sur soi, sur ce qu'on ressent, à la personne qui est morte, en sachant très bien qu'on ne va pas lui envoyer par la poste, mais de poser les mots qu'on a en C'est, soi. c'est rigolo ce que tu dis là. Parce que tu sais que mes neveux et nièces, quand mon papa est décédé, Oui, mais ont absolument tenu à ce qu'on place une boîte aux lettres juste à oui, côté de sa pierre tombale. oui. Parce que quand ils lui écrivent une lettre, sinon ils savent pas quoi en faire. Donc ils vont C'est la génial. mettre, ils lui font un dessin, ils le mettent. Alors que mon fils, il en a absolument pas ni le besoin ni l'envie pour le moment. Oui, Mais du coup, tu vois, c'est rigolo ce truc parce que on peut aussi trouver un truc pour créer une alternative justement et quand même le poster ce là, courrier. tu abordes un truc génial, c'est la notion de symbolique. Mm. La symbolique, c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans le travail de deuil. Il faut que je dise un truc avant qu'on aille plus loin. Faire son deuil, ça ne veut pas dire oublier le défunt. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument sortir de l'esprit général. Parce que beaucoup de gens disent, moi, je ne veux pas faire mon deuil parce que je ne veux pas l'oublier. Et bien, ça Mm. tombe très bien, parce que faire son deuil, c'est avoir tellement intégré tout ce qu'on aimait, tout ce qu'on connaît de la personne, qu'on n'a plus de risque de l'oublier. C'est ça, en Oui, fait. mais c'est ça. Mais c'est là où je t'avais parlé du film Coco et puis un autre, mince, Le Monde de Salma. Oui, Deux dessins animés qui sont très bien pour justement aborder ce côté. Tu crées de la place en toi pour la personne. Tu l'oublies pas, elle existe tant que tu penses à elle et tant que tu la fais vivre à travers toi. Cette personne, elle a de la place encore pour continuer à exister. Donc c'est ça aussi. Moi je trouve que c'est important d'aller le transmettre aux futures générations parce que moi on m'a pas dit ça. Clairement, quand j'étais petite, quelqu'un était décédé. Bon, bah hop, voilà, il allait au cimetière et puis après, bah, plus ou moins, si on y pensait, on allait lui déposer une fleur et on n'était pas autorisé à y aller quand on avait envie ou quand on demandait. Voilà, il y avait rien d'autorisé finalement. et tu vois, moi, alors je parle souvent de ma grand-mère qui est décédée, j'étais enceinte de mon fils aîné, et donc mes enfants n'ont pas connu de fait. Et c'était compliqué pour moi qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'en plus, c'était passé à pas grand-chose vu que j'étais enceinte. Donc vraiment, c'était pas possible en fait qu'ils ne la connaissent pas. Le jour où j'ai compris, j'ai mis du temps, j'ai mis 4 ans, mais le jour où j'ai compris qu'en fait, j'avais en moi tout ce qu'il fallait pour qu'ils la connaissent à travers mes histoires, mes anecdotes, forcément revues et corrigées comme dans toutes les familles, les photos, et puis voilà, de réussir à en parler. J'ai tant et si bien fait que beaucoup de leurs copains croyaient que quand ils parlaient de mamie, ils parlaient de leur grand-mère. Mm. Alors qu'en fait, ils parlaient de la mienne qu'ils n'avaient pas connue.
Donc cette transmission, ça aussi, et ça c'est un vrai pouvoir qu'on peut rendre aux enfants. Oui. Les enfants qui ont perdu un papa ou une maman, il y a beaucoup cette crainte à un moment donné de dire, mais alors du coup, moi mes enfants, ils n'auront pas de grand-père ou de grand-mère. Eh bien si, alors ils Si. l'auront pas dans les bras, tu as raison, mais ils pourront l'avoir parce que tu vas pouvoir raconter, tu vas pouvoir montrer des objets, montrer des photos, raconter des histoires, dire ce qu'il aimait faire, ce qu'elle faisait comme gâteau, et tout ça, ça va faire qu'en fait, ton enfant, il aura un grand-père ou une grand-mère. Et ça, c'est un vrai pouvoir sur la mort. Parce que la mort, elle a ce côté terrible de nous arracher quelqu'un et on est impuissant devant ça, on ne peut rien y faire. Alors après, chacun fait avec ses croyances, mais humainement parlant, on se sent très impuissant. En disant, mais en fait, tu peux continuer à transmettre, on rend le pouvoir à chaque endeuillé de continuer l'histoire et puis on garde des racines et ça, c'est important aussi. Ouais. Et c'est justement une des questions qu'on nous avait posées, et puis du coup, on a abordé pas mal dans la réponse à la première question, la place des enfants, justement. Comment les inclure dans le deuil. Parce que ben, on part de quand même, il y a, je pense même, il y a une trentaine d'années, on laissait pas de place aux enfants, ou quasiment pas. Ça dépendait des familles, mais moi, je suis à la campagne. Et clairement, alors les enfants n'entendent pas, ne voient pas, ne comprennent pas. C'est ça, ou pas. Et voilà. Et après, il se pose la question du ou pas. Et c'est vrai que maintenant, ben, on est confronté à ça aussi, à des enfants qui osent, parce que il y a ce lien de confiance beaucoup plus simple, la communication beaucoup plus ouverte, on va dire. Il y a des choses que moi, j'osais pas demander petite, et mes enfants, c'est pas un problème. Eux, ça leur paraît tout naturel. Comme je disais tout à l'heure avec mes neveux et nièces aussi, ils ont osé verbaliser ce dont ils avaient besoin. Mais comment finalement on fait pour donner une place aux enfants? Alors déjà, les enfants, on leur parle vrai. Ça, c'est un truc essentiel par rapport à la mort. On a tous nos expressions par rapport à la mort, mais dire que quelqu'un est mort, c'est une phrase qui est assez peu courante, si à la télé aux infos. Mais à part ça, les gens ont disparu, ils sont partis au ciel, ils sont devenus des étoiles. Voilà, je vous laisse chacun agrémenter ça en fonction des habitudes familiales. Mais en fait, l'enfant à qui on va dire ton grand-père s'est endormi, il va se dire, mais moi, quand je vais me coucher, non, en fait, parce qu'il va rester dans le sens premier. Ouais. Ton grand-père est parti au ciel, mais pourquoi il ne m'a pas dit au revoir? C'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il ne dise pas au revoir? Tu Et sais, puis, mon fils, quelqu'un lui a dit ça quand mon grand-père est décédé. Il lui a répondu, ah oui, il est parti travailler avec le Père Noël. voilà. On a aussi des enfants à qui on explique que la personne est là-haut dans le ciel et que la vie est merveilleuse et que c'est formidable pour lui. Et donc, les enfants un jour disent, moi aussi, je veux y aller. Et nous, les Mm. adultes, on panique, on dit, oh, il veut mourir. Non, non, il veut juste aller dans le monde merveilleux dont on vient de lui parler. Mais Voilà, c'est il y a plein ça. de choses comme ça. Donc, attention. Alors, on ne peut pas s'empêcher des expressions et j'ai beau être très sensibilisée à ça, je fais comme tout le monde et je dis, voilà, un tel a disparu, je les utilise. Mais à un moment donné, il faut dire à l'enfant, voilà, telle personne est morte. On peut utiliser décédé si on ne supporte pas morte, mais c'est l'un ou l'autre. Et là, il faut lui dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce Mm. qu'on n'a aucune chance, nous, de savoir où en est l'enfant dans son imaginaire. Jusqu'à 8 ans, à peu près, on donne des âges, à peu près, la notion de la mort, c'est pour toujours et on peut pas, il n'y a pas de retour en arrière, c'est inconcevable pour l'enfant. À partir de 8 ans, c'est OK. Alors, l'enfant qui va perdre un parent à 4 ans, ça va être OK avant 8 ans, hein, parce que lui, il va être Mm. confronté à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tout petit enfant va souffrir de l'absence prolongée de la personne, comme tout le monde. Mais il ne va pas être en deuil parce qu'il ne va pas savoir que c'est pour toujours. Donc, il va attendre que la personne revienne, quoi qu'on fasse. Ça veut dire que même si on lui explique que la personne est morte, quand on lui dit qu'est-ce que ça veut dire, s'il dit je ne sais pas, explication très simple. Le cœur, il s'est arrêté de battre. Le corps, il ne marche plus, il ne marchera plus jamais. La personne ne ressent plus rien, ne souffre plus, n'a plus faim, n'a plus soif. C'est des Ouais. besoins essentiels. Et l'enfant, il va avoir peur pour eux. Mais il va avoir mal, il va... Non, voilà. Oui. Il ne ressent plus rien, ça c'est terminé. Ok. Donc maintenant que je sais ça, ok, je fais avec ça. Et puis, 3 mois, 6 mois après, l'enfant, il vient et dit, il a fini d'être mort parce que c'est pas très rigolo. Mm. Et là, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Non, non, on a tout bien fait. Il faut juste recommencer encore et encore. Parce que l'enfant, bah, comme tous les apprentissages, en fait, hein,
C'est un apprentissage compliqué, la mort. Et Surtout quand tu c'est ce que arrives comme ça. quand mon fils était en maternelle, il devait être en petite section. Il a toujours été très, parce que c'est le cas de quasi tous les enfants qui vont avoir un haut potentiel, une hypersensibilité. Enfin, il y a ce truc de question. Il y a besoin de savoir pourquoi. Et quand tu dis, il a pas mal, moi je sais que nous on n'avait pas pensé à ça, mais en revenant de l'école, on passait devant le cimetière. Un jour, il y avait un enterrement. Mon fils, ben voilà, moi j'ai toujours les réponses aux questions qu'il va poser. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, je lui explique, c'est un enterrement, il y a quelqu'un qui est mort. Donc, ben on fait une cérémonie pour lui rendre hommage, etc. Et sa seule préoccupation, c'était de savoir si la personne allait avoir mal quand on allait la descendre dans le caveau. Et oui. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis, de préciser que bah, la personne, elle ne peut plus avoir mal. Parce que c'est une préoccupation d'enfant. Comme tu dis, manger, boire, dormir, avoir mal. Mais c'est l'univers des enfants, finalement. Et on ne s'attend pas à ce qu'ils nous disent ça, parce que pour nous, ça paraît très clair. Quand on est mort, on est mort. Enfin, il ne se passe plus rien. Bien Mais pour sûr. un enfant, c'est pas le cas. Et c'est super important d'aller leur dire ce qui se passe vraiment. Et c'est pour ça que régulièrement, de revenir, quand le sujet revient de la part de l'enfant, nous repositionner en disant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Mm. Ça nous permet vraiment de repartir de là où il en est, lui, et de ne pas aller trop loin non plus. Ouais. Parce que, par exemple, un enfant qui dit, mais alors, il est mort, il va revenir? Non, il ne va pas revenir. C'est pas la peine que derrière, j'aille lui développer tout ce qui va se passer. Non. La question du moment, c'est est-ce qu'il va revenir? Non, il ne va pas revenir. Est-ce qu'il a Oui. mal? Non, il n'aura plus jamais mal. Et dire à l'enfant, si tu as d'autres questions, tu reviens me les poser quand tu veux. Et c'est Et ça valable permet pour d'aller à son rythme. tous les domaines. Oui. C'est valable pour tous les domaines de vie. Parce que moi, je sais qu'il y a des parents qui sont hyper affolés. J'ai enseigné pendant plus de 11 années avec des CE1, CE2. Ils arrivaient le matin, ils me les déposaient. Ah, on a eu un deuil dans la famille, il va être triste toute la journée, etc. Et en fait, mais bien souvent, l'enfant, il venait, il me posait une question. Puis il repartait jouer. Oui. Puis en fait, juste d'avoir répondu à la question sans extrapoler sur sa demande, ça vient le rassurer. Puis peut-être 10 minutes, un quart d'heure après, il va revenir, il va reposer une autre question. Et puis peut-être que bon, pendant 2 jours, il posera plus de questions, puis il va revenir après. Et c'est juste de se dire, c'est OK en fait, ça, il reste un enfant avec son insouciance d'enfant, mais avec des préoccupations, et pas de lui dire, ah bah ça, on en parlera plus tard. Parce que je sais que ça les vexe et après, ils osent plus venir. Alors, on peut quand même parfois utiliser ça, entre autres pour les parents. Par exemple, tu es à la caisse du supermarché et là, l'enfant, il Ah a bah une oui, explication et vraiment, c'est pas possible déjà parce qu'on est saisi par la question et ouais. puis parce que c'est pas le bon endroit et que Mais ça alors, permet tu pas. vois, dans le plus tard, moi, je voulais dire Oui, sans indication de temps. c'est ça. C'est ce que Parce que j'allais quand tu dis préciser. on en reparlera quand on va rentrer à la maison. Voilà. Je déchargerai les courses et on prendra le temps. Tu vois, et c'est de pas laisser, quand je disais plus tard, c'était Oui. vraiment sans leur dire quand. C'est ça. Et c'est ça qui est essentiel, c'est de dire à l'enfant, je vais te répondre. Et alors moi, souvent, je dis aux parents, voilà, trouvez un moment, on a tous un moment, souvent le dimanche après-midi, c'est un moment plutôt cool, de dire à l'enfant, voilà, si dimanche à 4 heures, je t'ai pas répondu, tu reviens me voir et tu me dis, maman, tu m'avais dit que tu me répondrais. Après, à vous de vous débrouiller pour être prêt entre les deux. Parfois, en tant que parent, on a besoin d'aller lire, de trouver des supports de livres. Il y en a de plus en plus qui sont bien faits sur cette question-là. On a besoin soit de passer un coup de fil à une association sur le deuil. Il y a plein d'associations d'accompagnement sur le deuil, où il y a des renseignements gratuits, à un thérapeute, à un psychologue, peu importe à qui. On a besoin en tant qu'adulte d'aller assurer ses bases et de se sentir un peu plus costaud là-dessus. Et ensuite, on va pouvoir répondre à l'enfant. Donc voilà, le plus tard, je suis d'accord avec toi, qui est pour mettre le truc de côté, on n'en parlera plus, surtout pas. Le plus tard avec un moment et un lieu aussi, ça c'est super. Si on peut éviter d'annoncer à un enfant la mort de quelqu'un d'important pour lui dans sa chambre à lui, c'est mieux. Il ne faut pas oublier que le lieu où on va le dire restera pendant quelques temps, pas toute la vie, mais quelques temps, associé à cette image. Donc on le fait plutôt dans le salon, dans la chambre des parents, mais pas dans la chambre de l'enfant qui est son lieu refuge. Donc on répond aux questions, on dit les choses de manière très très claire. Et moi, une question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce qu'on peut l'emmener au funérarium, au crématorium, à la cérémonie, au cimetière, etc. L'enfant, il peut tout vivre. En fait, c'est pas compliqué. L'enfant, il va pouvoir vivre ce que les adultes sont en capacité d'accompagner. Un enfant qui de lui-même ne veut pas vivre les choses,
on va me dire que ça existe, mais ça n'existe pas. L'enfant qui dit ça, c'est parce qu'il sent que c'est pas possible pour les adultes autour de lui. Alors, si c'est pas possible pour les adultes autour de lui, c'est pas grave. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas se dire je suis un mauvais parent si je ne suis pas capable d'accompagner mon enfant, voire au funérarium, alors que peut-être même moi, adulte, je ne peux pas y aller. Ça se respecte, c'est OK, il n'y a pas de souci. Peut-être on peut, si l'enfant dit mais moi je voudrais y aller, peut-être on peut trouver un autre adulte qui peut l'accompagner. Et peut-être on peut aussi lui dire écoute, je comprends ta demande, mais moi je ne peux pas. On a le droit, hein. On a le droit en tant que parent de ne pas pouvoir faire certaines choses, c'est pas grave. Bah oui. Si on le verbalise, Mais comme tout, c'est pas grave. comme Et du tout, coup, hein. on peut lui proposer un symbole. On peut lui dire, écoute, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que si tu fais un dessin et que telle personne, je le donne au pompe funèbre et il le met dans son cercueil, est-ce que ça te va? Oui, ça me va. Ou non, ça me va pas. J'aurais besoin d'eux. Et en fait, on trouve toujours quelque chose. L'idée, c'est de ne pas exclure l'enfant. La pire chose à faire. Et pourtant, on le fait beaucoup. Et le pire, c'est qu'on le fait dans une super bonne intention. La pire chose à faire, c'est de prendre le gamin, de le mettre chez des amis et de le récupérer après. Ouais, parce qu'on pense le protéger, Ouais. mais on l'exclut Et on finalement. l'exclut et on lui enlève quelque chose qui lui appartient. C'est son histoire, ça fait partie de lui, de sa famille, c'est son histoire. Alors, là, il y a peut-être des gens qui disent, mince, c'est ce que j'ai fait. C'est pas grave. Toujours pareil. Il n'y a rien de grave et il n'y a rien d'impossible en fait. Il n'y a rien qui va rester ancré. On peut tout à fait le reprendre des années après. Je vais vous parler d'une dame qui m'avait vraiment profondément touchée. Donc, une dame qui était venue à des conférences que je faisais sur le deuil. J'avais fait une conférence sur le deuil périnatal. Donc, c'est quand on perd un tout petit bébé, soit en fin de grossesse, soit dans les premiers jours, premières semaines de vie. Et donc, cette dame, elle avait 70 ans à peu près, et très bien, elle arrive, très intéressante, une dame qui participait beaucoup. Et à un moment donné, elle lève un petit doigt, comme ça, elle me dit, excusez-moi, je crois que j'ai perdu un bébé. Alors, moi, la phrase, je crois que j'ai perdu un bébé, bon. Donc, je lui demande si elle veut bien nous expliquer. Elle nous explique que c'était pas forcément il y a longtemps, et que fin de grossesse, elle a mal, elle n'est pas bien, elle est emmenée à l'hôpital, on l'endort. Et au réveil, on lui dit que c'est fini, que c'est comme si c'était rien passé. Et elle repart avec cette info-là. Mais elle était enceinte de 8 mois et demi, donc en fait, il ne s'est pas rien passé du tout. Elle a eu un enfant, et aujourd'hui, on parle de deuil périnatal. Elle, on ne lui a rien dit. Elle est repartie avec ça. Des années après, elle a eu un autre enfant. Elle a donc, partout, toujours vécu en ayant un seul enfant. Et là, elle écoute, elle dit, mais en fait, non, j'ai eu 2 enfants, et j'en ai un qui est mort. Et elle nous explique que son fils, quand il a eu sa petite fille il y a quelques années, il est tombé en dépression alors qu'il rêvait de cet enfant. Et de suite, les parents qui sont là autour lui disent peut-être que tu devrais lui dire qu'il a eu un grand frère ou une grande sœur, il ne savait même pas si c'était un garçon ou une fille. Un grand frère ou une grande sœur, et puis lui raconter son histoire. Chose qu'elle a faite. Et elle a découvert que son fils, pendant toute son enfance et toute sa vie d'adulte, avait eu un grand frère imaginaire. Normalement, les enfants, ils ont ça pendant 1 an ou 2 de leur... vers 6-7 ans en général. De leur évolution, ben lui, il l'avait toujours eu en fait. Donc, ils ont donné ce prénom-là à cet enfant-là et ils lui ont rendu hommage tous les deux. Donc, c'est possible à n'importe quel moment de la vie de remettre des mots sur ce qui... et puis de dire, tu sais, à ce moment-là, moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai appris des choses, donc je te raconte, je t'explique. Ouais, et c'est marrant parce que c'est une question justement qui a été posée aussi. C'est comment finalement passer le cap du deuil d'un enfant qu'on n'a pas vu ou très peu vu finalement dans tout ce qui est deuil périnatal ou interruption volontaire de grossesse aussi parce que ça n'empêche pas que voilà, il y a quand même ce deuil à faire. Des fois on le fait par obligation parce que l'enfant n'est pas viable. Parfois c'est parce que financièrement on sait qu'on ne pourra pas et ça culpabilise quand même. Bien sûr. Et puis, ça reste évidemment un deuil de toute façon. C'est ça. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment chacun le vit. Mais la personne qui le vit comme un deuil, ça le reste. Alors, c'est un des deuils les plus tabous, dont on parle le moins, parce qu'on n'aime pas associer l'idée de la vie qui arrive et de la mort. Hein. Ça ne nous plaît pas du tout, surtout pas dans nos sociétés occidentales. Donc, voilà, très tabou. Et puis, en plus de ça, c'est un deuil qui est compliqué, qui vient se compliquer du fait qu'on a peu de souvenirs. Et que, parce que, donc, si ce que j'ai raconté est à peu près compréhensible,
Le deuil, on arrive à le faire sur nos souvenirs, en réactivant et en faisant fructifier tous nos souvenirs. Et là, on en a très peu, et surtout, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que la maman qui a porté l'enfant, elle a des souvenirs physiques, des sensations, voilà. Il a réellement, physiquement existé, même si elle ne l'a pas porté dans ses bras, elle l'a porté dans son ventre. Le coparent a pu sentir aussi, ça dépend du stade de la grossesse, des choses. Mais après, dès qu'on s'éloigne un petit peu plus au niveau du cercle familial et social, cet enfant n'a pas eu ou quasiment pas d'existence familiale et pas d'existence sociale. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Donc, on a beaucoup d'associations de parents qui se retrouvent entre eux parce qu'ils se comprennent et parce qu'ils vivent quelque chose de commun là-dessus. Je crois que ce qui va venir aider, c'est une fois de plus donner une vraie place à cet enfant. Alors, en fonction du stade de la grossesse, l'enfant va avoir une existence administrative ou pas. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, il y a des règles légales, c'est comme ça. Mais symboliquement, on peut tout créer. J'ai accompagné un couple de parents, ils sont venus me voir, ils avaient perdu leur deuxième petit bébé à 8 mois et demi de grossesse. Et en parlant, ils évoquent une fausse couche, le terme est pas rien, hein, une fausse couche quelques années avant. Et je leur demande un peu aussi, parce que sur l'enfant qu'ils venaient de perdre, quelque part, ils avaient fait le boulot. Ils avaient fait plein de choses, voilà, on était pas mal. Il restait la tristesse, évidemment, mais ça, c'est incontournable. Mais il y avait autre chose et je ne trouvais pas. Et en fait, on est revenu sur ce premier enfant. Il n'avait pas de prénom, alors qu'ils l'attendaient. Ils étaient totalement en deuil de cet enfant-là. Donc, on a retravaillé la symbolique. Donc, donner un prénom, que légalement, on ait le droit ou pas, on s'en fiche. On a le droit de donner un prénom à son enfant. On a le droit, dans son livret de famille, de rajouter une feuille qu'on va plier et poser dans le carnet au nom de l'enfant, avec un dessin, avec tout ce qu'on veut. On a le droit de faire une cérémonie ailleurs que dans un cimetière en hommage d'un enfant, même s'il n'y a pas de cérémonie. Une cérémonie officielle, d'obsèques officielles. On a le droit de tout inventer pour donner sa vraie et juste place à cet enfant. Je dis vrai et juste parce que plus on va le taire, l'enfant, et plus sa place va être immense. Et pour les frères et sœurs, ça ne va pas être facile non plus. Il y avait un petit garçon qui disait « Et c'est trop facile hein, pour elle. Elle est morte, elle ne fait plus de bêtises. » Bon, il avait 7-8 ans. Hein. Donc, mais ça n'empêche, tu sais, parce que même quand on est adulte, hein, moi une fois, c'est ce que j'ai dit à ma fille, je lui dis « Mais c'est trop facile pour ton père. Il m'a tout laissé et il n'y a que à moi que tu en veux. » Mais... Ben oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que moi ça me fait écho, tu vois, parce que bah ouais, des fois on se dit mais ouais, en fait, on n'a pas la meilleure place. C'est ça. Et effectivement, l'enfant qui lui est en vie et qui, alors il ne sait pas à quel point ses parents l'aiment et l'investissent, parce que évidemment, mais n'empêche que cet enfant-là qui est absent et qui prend de la place, donc c'est bien lui laisser sa juste place. Donc c'est plein de petites tactiques. Si on a une photo de son bébé, elle peut être évidemment dans le salon, puisqu'il fait partie de la famille, il n'y a aucun souci à ça, mais il n'est pas question qu'il n'y ait que lui partout. La date, il y a des dates anniversaires, donc la date anniversaire, c'est une expression utilisée par beaucoup de parents. Bien sûr qu'elle est importante et bien sûr qu'elle va être moins teintée de joie que l'anniversaire de l'enfant en vie, évidemment. Mais donc c'est important que le jour de l'anniversaire de l'enfant en vie, on soit vraiment joyeux pour lui. Alors, toujours pareil, dans la mesure du possible, hein, on fait ce qu'on peut. Il y a la grande question de Noël aussi. Comment on fait Noël quand on a des enfants vivants et quand on a des enfants morts qui nous manquent terriblement ces jours-là. Il y a une association qui a trouvé une idée que je trouve absolument géniale. C'est le 22 ou 23 décembre de faire une cérémonie pour les enfants morts. À Noël pour les enfants morts. Donc on peut être aussi triste, on a ce droit-là, vraiment. Et ça libère pour pouvoir, le 24 et 25, être vraiment avec les enfants vivants. Ça fait de la place. Ouais. C'est plein de bonnes idées. Après, chacun va aller piocher les idées qui lui parlent. Parce que c'est toujours la même chose. La symbolique ne marche que si elle a du sens pour moi. Et c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est de vraiment comprendre que on n'est pas seul. D'autres personnes ont vécu la même chose. Et on a ce bonheur, quelque part, d'avoir les réseaux sociaux qui permettent de trouver des lieux qui peuvent nous accueillir, des manifestations qui vont être organisées et finalement d'accorder de la place à ces personnes disparues
comme on voudrait le faire, mais peut-être que c'est pas possible avec nos proches, donc on peut le faire avec d'autres qui vont mieux comprendre, qui vont avoir vécu quelque chose d'un peu similaire. Et c'est vrai qu'on retrouve le hashtag sur Instagram Mamange aussi, Oui, où il y a pas mal de petites choses de mamans qui justement mettent en place des petites, mais ça peut être des petites cérémonies ou des petites choses dans le quotidien, parce que bah, finalement, cet enfant, il a le droit d'exister encore. bien sûr. Et il doit exister pour que les parents puissent continuer la vie, en fait. Oui, Si on ne lui donne pas sa place, les autres ne peuvent pas continuer. Il y a une date très importante sur le deuil périnatal, c'est le 15 octobre. C'est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. mm, C'est un jour où il y a toujours de très jolies cérémonies, de lumière, de ballons, de choses diverses et variées aussi, avec l'inventivité de chaque famille. Et c'est des moments très doux et très joyeux parce que souvent ça se vit en famille. Et c'est quelque chose qui est vraiment, qui raccroche bien, je trouve, le souvenir et la vie, qui nous mm. permettent à nous les vivants de continuer à avancer et à avoir une vie la plus heureuse possible parce que c'est quand même ça le but. Oui, c'est ça. Et j'ai vu à cette occasion, je suis beaucoup d'illustratrices. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui passe par le créatif. Ouais. Et d'illustrer un portrait, enfin, créer un portrait de famille avec justement ce petit ange euh, qui a sa place dans le portrait de famille. Et c'est intéressant aussi parce que parfois on n'a pas de photo. Oui, Donc simplement, c'est quelque chose de symbolique. La famille est là. Alors des fois, il y a le chien, le chat, il y a les enfants, les parents, puis il y a ce petit ange, ouais. voilà, ou une petite étoile. Mais une façon symbolique de rattacher ces personnes ensemble finalement, et puis d'emboîter les pièces du puzzle correctement pour que, comme tu le dis, on se sente complet. Parce que c'est ça aussi. Oui. Sinon, il nous manque quelque chose. Et le manque fait qu'on n'arrive pas à être soi, qu'on n'arrive pas à avancer. C'est tout à fait cette idée-là, effectivement. Après, je sais que souvent dans les grossesses, on donne un petit nom à son bébé. Mm. Je pense à une maman qui appelait sa petite sa coccinelle, une autre sa carotte, voilà. Et on peut du coup, quand malheureusement il se passe ce genre de drame, utiliser si on n'a vraiment pas de photos, voilà, ou qu'on ne veut pas les montrer aussi, parfois on veut que Oui. ça reste dans l'intime. Mais on peut, j'avais proposé entre autres, par exemple, d'avoir un petit tableau dans un coin de la maison avec une coccinelle. Comme ça, l'enfant est là, il est dans la Mm. maison. Et soit on raconte, soit on explique aux gens, soit on dit rien. Ça nous appartient aussi, hein, ça appartient à chaque personne. Ouais, bah oui, mais c'est ça. Et je pense que dans tout deuil, finalement, c'est de trouver ce qui nous convient à nous et pas forcément de faire parce que c'est le protocole habituel. Remettre du sens dans quelque chose qui n'en a pas, justement. Mm. Et vraiment toute l'idée de la symbolique. Je vais te donner un autre exemple qui me revient là à propos de symbolique. Donc moi, je suis un peu comme toi, je suis très curieuse. Donc voilà, je vais un peu lire tout ce qui peut exister, entre autres ce qui se fait, pourquoi pas, au Québec et en Belgique, par exemple, parce qu'il y a Ouais. quand même beaucoup de très chouettes idées là-bas. Et j'ai découvert ce qu'on appelle la sylvothérapie, donc la thérapie par les arbres. Alors, je ne suis pas du tout non plus une pro de la question, je suis juste allée lire quelques livres et articles là-dessus. Et je me souviens d'une dame qui me disait qu'elle avait perdu sa fille adulte et qui me disait mon plus grand manque, souvent je travaille avec les gens, c'est quoi le plus dur en ce moment pour vous? Elle me disait mon plus grand manque, c'est de ne pas pouvoir la prendre là, la Mm. serrer dans mes bras, parce qu'elle se serrait beaucoup tout le temps. Très compliqué hein, de trouver un Une équivalent à ça. alternative à ça, c'est clair. J'avais proposé, est-ce que vous avez essayé avec d'autres gens? Oui, mais ça marche pas, c'est pas elle, c'est pas son odeur, c'est pire que tout. Ok, très bien. Et j'ai pensé aux arbres, parce qu'elles Mm. aimaient se balader en forêt. Je lui ai dit, est-ce que vous pourriez tenter? Il n'y a pas beaucoup de risques à essayer. Alors, à chaque fois que j'ai fait des propositions comme ça, les gens m'ont regardé un peu étonnés, vous les expliquer. Et puis, ils ont mouliné le truc chez eux et ils en ont fait quelque chose qui leur appartenait. Et cette dame, elle s'est trouvée un arbre. Et à chaque fois qu'elle était vraiment trop en manque, elle allait auprès de cet arbre et elle le serrait dans ses bras. Un arbre, c'est vivant. Alors, c'est Mm. très différent et c'est bien que ce soit très différent. Mais Et c'est puis au niveau, vivant. il y a des fluides qui passent, Oui. il y a plein de choses. Donc, Il y a de l'énergie qui passe. Et si tu colles ton oreille, il y a plein de petits bruits. Ça permet aussi de se recentrer sur mm. soi. On respire de manière beaucoup plus ample et calme quand on est près d'un arbre et qu'on n'est que concentré là-dessus. Donc voilà, on peut tout inventer finalement. Puis à ce côté aussi, l'arbre, il a les pieds sur terre, il est enraciné. On est un peu moins dans le côté euh, tout éparpillé bah, il est parti là-haut.
Oui, Il n'y a rien qui raccorde à la terre finalement quand on a cette impression que la personne, son âme, elle est partie, on ne sait pas trop où. Et finalement, ça vient nous réancrer, nous aider à remettre les pieds sur terre, à lui refaire une place sur la terre avec nous. oui, c'est un très bon outil. Tout ce qui va venir, tout ce qui est aussi artistique, toi qui es assez Mm. sensible à tout ce côté créatif, je parlais au début d'exprimer ses émotions. On peut exprimer ses émotions, alors bien sûr en pleurant, ça on va y penser assez naturellement, mais on peut aussi dessiner, on peut peindre, on peut aller ramasser des cailloux et se créer un mandala dans un coin de chemin. Tout est possible en fait, du moment qu'au moment où on le fait, on est ancré justement. On Mm. revient à cette notion de l'encre beaucoup. On est ancré sur ce qu'on vit et qu'est-ce qui peut m'apaiser moi dans ce moment-là. Alors Oui, après, il y a mais aussi... il y a l'écriture aussi qui est très, pour moi, très apaisante. Je sais que parfois, il y a un exercice que j'aime bien, moi, c'est mettre un mot qui me rappelle la personne et puis après me laisser vraiment aller à écrire à chaque fois un mot en rapport avec alors un mot en rapport avec ce premier mot, puis un mot Oui, en rapport avec ce mot que je viens d'écrire, oui, etc. Et remplir ma page comme ça. Et à la fin, observer et voir ce qui ressort de là. Quels mots j'ai envie de garder parmi tous ceux qui sont ici et qui me rappellent la personne et quel souvenir à quel souvenir ça me ramène. J'aime beaucoup faire cet exercice-là. avec les enfants, j'avais animé des ateliers avec des enfants endeuillés qui avaient perdu un parent, un grand-parent. Donc, on travaillait beaucoup à partir justement de tout ce qui est médias artistiques parce que ça parle bien aux enfants. Et entre autres, on leur demandait de nous ramener une photo, alors soit de la personne décédée, soit une photo de famille où la personne était dessus. Et on décorait un cadre, alors tout simple, hein, vraiment basique, en collage, en prenant des choses qui déchiraient dans des journaux qui en fait venaient rappeler justement tout ce qu'eux aimaient faire avec la personne ou tout ce que Mm. la personne aimait. Et en fait, c'est hyper chouette parce que, alors nous, on le faisait en groupe, donc en plus on discutait, mais on peut le faire en famille, ça marche aussi bien. Ça Ouais. permet de se dire, ah, mais moi, je me souviens, il aimait faire ça. Ah oui, mais j'avais fait ça une fois avec lui. Et on est dans cette transmission et d'en remettre de la vie là où on n'était que dans la souffrance. C'est Et toujours c'est rigolo délicat. ce que tu dis, parce que mes enfants, pour la soirée d'Halloween, mon papa étant plus là, ils se sont dit, oh, on veut faire comme dans le dessin animé Coco, on veut lui faire un hôtel. Alors ils lui ont mis plein de petites choses et tout, et mon neveu met un squelette. Et ma nièce, elle dit, non, mais papy, il détestait les squelettes, lui, mais pas de squelette. Et Et c'est oui, ça, c'est le souvenir en fait de, mais qu'est-ce qu'il aimait alors? Des chocolats, des carambars et tout, lui avait tout mis, hein. Et mais alors la discussion, c'était rigolo parce que ben non, il aimait pas ça, tu lui mets pas ça, il en veut pas. Et c'est ça, c'est ça va. vraiment pour les enfants, je trouve que c'est essentiel d'aller reconnecter avec le souvenir. Qu'est-ce qu'il Oui. aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, qu'est-ce qui le faisait rire. Puis ben en fait, c'est de continuer à entretenir ça pour que eux ils aient l'impression qu'ils ont le droit de le faire aussi, pas que l'impression, mais qu'ils se donnent l'autorisation de le faire aussi. Parce que je pense pas que partout ce soit toléré que les enfants se chamaillent parce que papy ne veut pas d'un truc à côté de sa photo. Et en Mais nous, même ça temps, nous a fait rire. ça rappelle aussi la notion un peu de l'héritage. Alors, je ne parle pas de Mm. l'héritage financier, je parle de tout le reste. Ouais. Euh, je reviens à ma grand-mère, mais elle avait plein de taches de rousseur et j'en ai. Et l'été, je suis très fière de mes taches de rousseur Mm. parce que voilà. Par contre, elle était très minette sur des hauts talons, sur moi, pas du tout. Donc, il y a aussi, quand on sait bien tout ce qu'était la personne, qu'est-ce que j'ai envie de garder, Ouais. moi, de m'approprier le sport. Moi, j'ai rencontré nombre de jeunes adultes s'obligeant à être excellent dans un sport qu'ils détestaient, mais parce que comme le parent décédé, Mm. ils avaient peut-être enfant, fait de la course avec, et ben, il fallait rester au top niveau et en fait, ils se pourrissaient la vie de ça. Et quand je leur disais, mais attendez, ça, si c'était ce qu'il aimait lui, ok, mais si vous, vous ne l'aimez pas, en fait, il serait là aujourd'hui. Est-ce que vous seriez obligé de faire ça? Non, mais alors pourquoi vous le faites? À qui ça fait plaisir, à qui ça fait du bien? C'est toujours revenir à ça, mes besoins à moi. Ouais. Et c'est fou, hein, la notion d'héritage, ce qu'on peut porter, alors de positif ou de trop lourd sur ses Oui. épaules. Et ça me rappelle, et moi j'aime bien faire des petits exercices de psychogénéalogie positive.
d'aller justement construire cet arbre généalogique avec les personnes, mais qu'on a envie d'y mettre aussi et qui sont là dans notre souvenir. On va pas aller faire des recherches, c'est pas le but d'aller rechercher les arrière-arrière-grands-parents, mais simplement de poser chaque personne avec qui on a partagé des choses. Et ça peut être, comme tu le disais tout à l'heure, un grand-père qui a continué de faire vivre sa maman ou son papa. Et finalement, on les met dans notre arbre parce qu'ils ont leur importance. Et puis d'aller voir, comme tu dis, bah, leurs qualités, leurs défauts, lesquels j'ai envie de garder. Parce que moi, je sais que mon grand-père disait toujours que sa sœur était très caractérielle, qu'il fallait pas la déranger le matin, etc. Et ça me fait très rire parce que, alors moi, 10 minutes, un quart d'heure le matin, si tu me parles, tu te fais incendier. C'est pas la peine. En fait, j'ai besoin de reconnecter. Et je lui disais, ah bah, t'es comme ma sœur, mais est-ce que j'ai envie de garder ça? Moi, j'ai envie de le garder parce que c'est mon grand-père qui me le disait, c'était mignon et ça impactait pas de façon négative. C'était pas ta mauvais caractère, c'était ta mauvais caractère 10 minutes le matin, mais voilà, enfin, c'est rigolo. C'était sous cet angle-là. J'aurais peut-être pas eu envie de le garder s'il m'avait dit, oh, t'as un caractère de peste, t'es comme ma sœur, c'est intenable, insupportable. Et Là, au c'est peut-être ce contraire, en quoi ça fait écho. et là, au contraire, il te reconnectait justement. Il y a une raison à cette mauvaise humeur du premier quart Mm. d'heure le matin, et elle vient. Donc c'est aussi là, c'est hyper intéressant de dire, ah mais en fait c'est génétique, c'est bon, c'est normal, c'est moi, ça me Je me va. dédouane. Ça vient pas de moi, tout va bien. Mais c'est ça, et c'est important parfois d'aller voir. Si on a vraiment, comme tu dis, ça arrive souvent en coaching qu'on voit, mais est-ce que tu as vraiment envie de garder ce truc-là? Est-ce que ça t'appartient ou est-ce que tu as envie de le rendre à la personne? Parce qu'il va y avoir ça. Tu peux rendre à une personne, même si elle est plus parmi nous physiquement, tu peux lui rendre quelque chose que tu n'as pas envie de garder. Mais Donc ça, symboliquement, au niveau lui préparer un culpabilité, petit package. au niveau culpabilité, c'est plus compliqué. Et c'est ça. Et de toute façon, on peut pas faire un deuil sans avoir, c'est ma conviction à moi, mais sans avoir ce côté peur et culpabilité. Pour moi, ça fait partie du processus. Et il faut pas se dire je ne devrais pas, parce que c'est encore pire quelque part. Ok, je m'en veux de ça, et c'est ok, j'ai le droit de m'en vouloir, ça passera. Et plus je l'accepte, et plus ça passera facilement quelque part. Après, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup cette notion de culpabilité Mm, à un moment parfois assez étonnant, c'est le moment où on commence à aller mieux. mm. Oui, parce qu'on va mieux au bout d'un moment. Même si je sais que quand on est au début du deuil, c'est compliqué d'entendre qu'un jour on ira mieux, un jour on va mieux, parce que l'humain est ainsi fait et heureusement. Et parfois, c'est un moment où c'est très compliqué. Je me souviens d'un monsieur d'un certain âge, qui avait perdu enfin, dont l'épouse était décédée, et qui était venu me voir, envoyé par ses enfants, parce qu'il recommençait, on était 1 an et demi à peu près après le décès de son épouse, et il recommençait à être dépressif, à aller très mal, alors qu'il allait vraiment mieux. Il allait tellement mieux qu'il avait suivi le conseil de ses enfants qui lui avaient dit, tu adores danser, va t'inscrire dans un club de danse. Voilà. Et là, il avait rencontré une charmante dame, et il avait invité cette dame à dîner. Et depuis, il était tombé, mais beaucoup, même plus bas qu'au début, en fait. Donc forcément, le dîner avait été annulé, hein, puisqu'il n'était pas bien. Bah Donc oui. ça avait parfaitement fonctionné. La culpabilité avait parfaitement fonctionné. Et moi, j'ai directement abordé avec lui la question de la loyauté. Mm. Parce que là, en plus, on est vraiment épouse, on est vraiment dans cette logique de loyauté. Et ensuite, de lui dire, voilà, en votre âme et conscience, est-ce que pour vous, c'est OK par rapport à votre épouse décédée de continuer votre vie, y compris affectivement, ou est-ce que c'est pas OK? Après, c'est pareil, ça appartient à chacun, et il n'y a pas de règles à suivre là-dessus, hein. Évidemment, Ça dépend beaucoup si on en a parlé ou pas avec la personne de son vivant, je oui, trouve. ça peut en dépendre, mais pas que. Pas que, Parfois, mais c'est très intérieur aussi. mm, Et donc, bon, il a réfléchi à tout ça, il a fini par... moi, je lui ai dit, parce qu'à un moment donné, il m'a dit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je me suis autorisée pour une des rares fois à dire que moi, je trouvais que c'était plutôt chouette qu'il continue à vivre et que je pensais que ça ne m'enlevait rien à la belle relation qu'il avait avec son mm. épouse avant. Parce que j'ai senti qu'à un moment donné, il avait presque besoin d'une autorisation de quelqu'un d'extérieur, disant, mais oui, vous avez le droit, en fait. Vous avez le Mm. droit de continuer à être heureux. Mais c'est vrai Mais que ça, c'est c'est quelque souvent, chose. hein, ouais. Souvent, moi, j'ai entendu, mais pourquoi j'aurais le droit d'être heureux ou heureuse?
alors que lui ne peut plus l'être? Et oui. Et oui. Alors la réponse, elle est quand même assez carrée, parce que moi, je suis en vie. Ben voilà. Mais Mais bon, c'est ça. ça, c'est ma C'est réponse à rude. moi. Mais la réponse de la personne endeuillée au moment où elle pense ça, c'est cette réponse-là qui est intéressante. C'est Hmm. pas la nôtre. Mais c'est ça. Mais c'est et qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être heureux? Et là, ça fait 10 tours dans le cerveau au minimum. Et c'est compliqué de répondre à cette question de Oui, pourquoi moi, je peux me permettre et je peux m'autoriser le bonheur. c'est ça. Euh, voilà. Et c'est une question pourtant qui est essentielle à se poser parce que sinon, on se pose pas la question, on s'autorise pas. Donc, on reste dans notre semi-deuil, pas tout à fait évolué. Il y a ce Après, côté. on a aussi un mode de fonctionnement. Il y a des gens qui ne pourront pas passer à autre chose ou s'autoriser une nouvelle relation. Et ce sera leur mode de fonctionnement, Oui. leur mode de réaction par rapport à leur deuil. La seule chose, c'est effectivement de trouver une espèce d'équilibre qui permette à l'endeuillé d'être le mieux possible dans sa vie. Et c'est quelque chose qui est évolutif. Hein. Mm. On n'est pas pareil 6 mois après le décès que 10 ans après. On n'est pas forcément mieux 10 ans après, hein, mais on n'est pas pareil. On évolue. Mais là non plus, il n'y Mais a pas de règle en fait. non, il n'y a pas de règle. Et je te disais ça par rapport à, tu sais, le fait d'en parler avant ou pas. Moi, je sais que parmi les gens que j'ai côtoyés dans le deuil, il y avait un couple où la dame a eu un cancer au niveau du cerveau. Et ben, elle a eu En fait, elle a dit à son mari, je veux absolument que tu continues à vivre et que tu t'autorises à être heureux et à te remettre avec quelqu'un si tu en as envie. Et finalement, une année après, il était en couple avec quelqu'un. Et en fait, il le disait. Si jamais elle ne me l'avait pas dit, j'aurais pas osé. Oui, bien sûr. Et parfois, ça tient à pas grand-chose. Et c'est pas pour autant que peut-être que ce serait quelqu'un d'autre. Il se serait dit oui, d'accord, elle me l'a dit, mais je ne peux pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de, il y a pas de loi. De toute façon, il n'y a rien qui régit tout ça. Il n'y a rien qui régit nos ressentis. Mais parfois, en parler, mais ça déculpabilise aussi. Mais tu as raison, ça vient vraiment aider Mm. le cheminement de la personne qui est en vie, de savoir que la personne défunte le souhaitait. Après, la chance qu'on a en accompagnement, c'est qu'on va pouvoir aider la personne, même si ça n'a pas été dit avant. Comme la personne qui est face à nous, on connaissait très bien le défunt, on va pouvoir l'aider à vraiment honnêtement se dire qu'est-ce que l'autre aurait souhaité pour moi. Mais oui, Et c'est si ça. l'autre Ouais. ne souhaitait pas mon bonheur, finalement, qu'est-ce que je lui dois? Parce que des fois, on en arrive là aussi. Mm. Où les couples ne sont pas voilà, roses et tout ça. Hein. Il y a des histoires aussi parfois très compliquées. Moi, ça m'est arrivé, hein, une dame, très clairement, quand on est arrivé au bout de ça, elle m'a dit, mais très clairement, il aurait voulu que je meure avec lui ou que je vive comme une veuve éplorée toute ma vie. Ok. Et si c'était ça son souhait, qu'est-ce que vous estimez lui devoir aujourd'hui? Mais ça la regarde. La Mais première oui. réponse était, je lui dois la fidélité parce que c'est mon époux. Ok, c'est ok. Mais petit à petit, voilà, le cheminement se fait au rythme de la personne, vraiment. Mm. C'est ça. Mm. Il n'y a C'est pas un chouette. seul chemin et il n'y a pas de rythme. C'est C'est vraiment ça. quelque chose de très personnel. Comme quand on attaque une montagne, un sentier de montagne, chacun va aller à un rythme différent. Certains vont voir des petites feuilles là par terre, d'autres vont voir l'immensité du paysage. Certains vont Mm. aller vite, d'autres vont aller lentement. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui vont monter, ils vont pas faire de pause et ils vont y aller à C'est fond. Et ça. puis d'autres qui vont avoir besoin, après une dizaine de pas, de s'arrêter, de se poser, d'admirer ce qui se passe, de voir un peu. Voilà. Mais c'est valable pour tout finalement. Ouais. Il n'y a pas de fonctionnement. Sinon, ce serait facile. On aurait inventé le manuel humain. Oui, Mais on a tous notre propre manuel et ben, on le connaît pas forcément. Donc ça reste un temps de découverte de soi aussi. Et là où le deuil peut nous apporter beaucoup, c'est qu'il peut nous aider à nous connaître aussi, nous, à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, à oser parfois dire non à d'autres qui ne vont pas évoluer à la même vitesse que nous. Donc, mais c'est ça aussi, c'est que finalement, c'est des étapes qui vont être importantes aussi pour nous et pour voilà, pour nos habitudes de vie et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il m'a laissé ou qu'est-ce qu'elle m'a laissé en cadeau? Parce qu'il y a c'est ça. toujours un cadeau. Alors moi, j'ai du mal à associer le mot deuil et le mot cadeau. Je dis plutôt que
face à cette énorme épreuve du deuil, on va aller chercher de manière obligatoire, tu as raison, nos ressources, et souvent des ressources insoupçonnées. On va être obligé, tu vois, en fait, c'est juste les verbes que tu mets avant que moi je me permets de changer. Oui, Je suis tout à fait d'accord sur tout le fond, mais je sais aussi à quel point parfois pour certains endeuillés, c'est insupportable cette notion de j'aurais tellement préféré ne pas connaître tout ça et qu'il soit ah bah toujours oui. là, voilà, ce qu'on entend tous, ce qui est évident. Mais tu as raison, ça vient nous mettre tellement par terre, mais un peu comme l'épreuve de la montagne dont je parlais, qu'on va aller chercher des ressources insoupçonnées en nous. Ah bah Et oui. on n'a pas le choix. On est devant quelque chose où je parlais d'impuissance tout à l'heure, on ne peut pas faire que ce soit autrement. C'est comme ça. C'est qu'est-ce que je vais faire de ça? Et là-dessus, j'ai du pouvoir, effectivement. Et ça, c'est très intéressant. Moi, je vois plein de gens qui, alors, suite à des deuils costauds et qui vraiment sont venus complètement remanier leur vie, ont fait des choix de vie très différents de ce qu'ils étaient avant. Mais c'est riche, effectivement. Mais il faut en passer par une sacrée épreuve. Ah mais c'est oui. Enfin, de toute façon, c'est bien, c'est très très compliqué. Il y a pas de, on peut pas faciliter vraiment le deuil, mis à part en étant entouré, en trouvant une écoute et en acceptant. Mais il y a rien de facile de toute façon. Une écoute et plusieurs écoutes aussi. Oui. C'est l'écoute au niveau des amis, la famille, des associations, des forums. Tu as parlé tout à l'heure des réseaux. Mm. J'en profite pour glisser une info. Il y a un site qui s'appelle Mieux traverser le deuil, qui est très chouette avec des outils, avec des forums, avec des interviews aussi régulièrement de gens qui sont spécialistes du deuil. C'est des vraies ressources et surtout à n'importe quelle heure. Parce que souvent, quand on est en deuil, c'est à 3 heures du matin qu'on n'est pas bien et c'est pas simple de trouver de l'aide à 3 heures du matin. Je reparle aussi d'un truc tout simple qui s'appelle SOS Amitié, mais qui existe. Hein. On peut téléphoner à n'importe quelle heure pour être écouté par quelqu'un de formé et en même temps d'assez neutre, donc qui peut entendre tout ce qu'on a à dire, parce que la famille, les amis, on va les protéger. La personne professionnelle extérieure, on n'a pas besoin de la protéger, elle est censée être solide et c'est son boulot. Et ça Ouais, et fait. puis il y a aussi le regard de l'autre qui peut venir bloquer, gêner, la peur du jugement. Des fois, enfin, on a des passages où on a envie de dire Toujours. plein de méchanceté parce que la personne, elle est partie, elle nous a laissé là. C'est un peu comme si elle nous avait lâché en plan. Donc oui, bah, il y a des fois, on est en colère. Puis on a Oui, besoin de décharger cette colère et c'est OK en fait. Sauf qu'avec les proches, on ne peut pas forcément le faire. non, c'est sûr. Donc, trouver un pôle d'écoute autre. Et pour les ados, pour les enfants, moi je sais que ma fille a beaucoup apprécié d'aller au centre d'écoute pour les jeunes. Oui, Il y en a dans enfin, dans tous les oui. départements. Et c'est un espace où les ados peuvent s'exprimer vraiment de façon entière. Il y a un Oui. psychologue, il y a plein de personnes, plein de ressources. Et c'est gratuit. C'est quelque chose qui est ouvert et qui peut permettre vraiment de se soulager. Parce que même s'il reste un autre parent, bah, on a des fois envie de soit de lui casser la figure ou de rien lui dire pour pas lui faire de mal. Donc On peut voilà. pas tout, on peut pas tout dire à sa famille, hein, de Mais toute façon, non, mais non. effectivement, quel que soit l'âge. Hmm. Je vois l'heure qui passe. Oui, Je voulais te proposer de partager un petit peu tes projets actuellement. Voilà, ce qui est en construction ou alors déjà construit. ce qui est en construction. Donc, moi, je fais plus aujourd'hui d'accompagnement individuel parce que j'ai quitté ma région et que j'avais pas le courage de reconstruire le réseau qui est nécessaire. Je suis allée à l'autre bout de la France, voilà. Par contre, ce qui est vraiment en cours, c'est des formations pour les professionnels de l'accompagnement, mais pas que, pour aussi les assistantes maternelles, les enseignants, tous les gens qui sont en fait à un moment donné en, en relation proche avec des gens qui peuvent vivre un deuil. Donc en fait, Mm. il y a énormément de professions dans lesquelles on peut être touché par ça. Donc j'ai choisi de faire des petites formations de petits formats, très spécifiques chacune, pour que chacun puisse venir piocher ce qui l'intéresse en fonction de son parcours, de son besoin. Voilà, donc ça c'est en cours. Il y en a 3 aujourd'hui qui sont en ligne et je continue à travailler parce que j'ai plein d'idées. Donc il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Voilà, c'est vraiment le projet du moment. Et puis derrière ça, une proposition de soutien technique. Je n'ose pas parler de supervision parce que ce n'est pas vraiment l'idée. Mais voilà, je l'ai fait régulièrement. Je suis enseignante. Dans ma classe, j'ai un élève en fin de vie. Je ne sais pas trop comment gérer ça. Je ne sais pas trop vers qui aller pour parler de ça.
ben moi, je peux être ça, parce que ça, on peut le faire vraiment en visio, c'est très confortable. Mm. Et d'être vraiment à la fois dans l'écoute de la personne, bien sûr, de ce qu'elle est en train de vivre, puis aussi de conseils, parce qu'elle est dans l'accompagnement d'une classe et d'une famille. Voilà les Ouais. projets. Et pour avoir été enseignante, il y a rarement une année où on n'est pas confronté au deuil. Et Ouais, avoir des outils comme ceux que tu proposes, enfin moi j'ai fait une fac de psycho, donc j'avais forcément des ouais, outils. Mais 10 ans après, clairement, il faut un rafraîchissement. Et moi, ça a été un bonheur de pouvoir suivre ta formation parce que c'est très clair. Tout est très clair. On a tout de suite les outils, on a des propositions. On peut mettre en place tout de suite après avoir suivi ta formation des petites choses déjà. Et puis simplement, ça ouvre au fait que c'est OK, on a le droit d'en parler. oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai essayé de faire une formation. Je suis toujours à la formation assistante sociale, donc quelqu'un de plutôt pratique, dans des outils pratiques, dans du quotidien. Donc c'est vrai que j'avais envie, moi c'est ce qui m'a manqué au début, hein, des outils. Mm, Face à un enfant, qu'est-ce que je lui dis, par où je commence, hein, le fait de savoir que la première chose à dire, c'est le mot mort, et la deuxième, c'est de dire, voilà, toi, qu'est-ce que tu as compris de ça? Ben, une fois qu'on sait ça, déjà, on est beaucoup plus posé en tant qu'adulte quand on doit accompagner un gamin. Et j'ai fait beaucoup d'interventions auprès des écoles avec des enseignants, justement, pour rien que d'en discuter pendant 2 heures, ils repartaient tous avec une vraie boîte à outils. Ça, moi, c'est ce mm. qui me paraît vraiment essentiel là-dessus. Alors, on demande pour avoir ton Instagram, Laurence. Je le mettrai sous le replay de la vidéo. Et puis sinon, il y a un post qu'on a en commun où on peut accéder directement à ta page. Pour les formations, tout va être dans le petit lien qui va être sous la présentation de Laurence. Sinon, de toute façon, il suffit d'envoyer un message privé à l'une de nous deux et puis je renverrai le lien avec plaisir. Voilà. S'il y avait une lecture, un film, un conseil que tu avais envie de partager pour terminer, ce serait quoi? Alors, un film, Et je choisis de vivre, hein, qui est Mm. un film à la base documentaire, qui est l'histoire d'Amande qui a perdu son petit garçon la veille de ses 1 an. Au départ, on pensait que ce film allait être sur le deuil périnatal. En fait, il est vraiment généralisable à toutes les formes de deuil. Et cette phrase, Et je choisis de vivre, je vous laisse aller voir le film pour voir à quel moment c'est dit, mais c'est pas pour rien. On est vraiment dans quelque chose à la fois de très concret. On est vraiment, il n'y a rien de caché. On n'est pas dans du film à l'eau de rose. On est vraiment dans du documentaire et on est dans quelque chose de l'avancement, du cheminement, de très belles rencontres, plein d'ouvertures, plein d'idées possibles et imaginables. Et je trouve ce film très lumineux, très solaire, et qui permet d'en parler d'une manière posée, sereine, vivante. Mais oui. Voilà. Du coup, je l'ai dit, pour échanger avec toi, on peut te contacter par message privé ou Oui, bien directement sur ton site qui porte le même nom que ton compte. oui. En tapant En deuil et, on te trouve tout de suite. C'est Donc, merveilleux. oui, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment dans le moteur de recherche. Il suffit de taper le nom de ton compte et on tombe sur ton site. Donc Oui. c'est parfait, on a toutes les informations. J'ai été vraiment ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et de pouvoir évoquer Merci. justement ce thème qui reste quand même un tabou, mais de façon un peu plus légère et un peu plus apaisée que ce qu'on peut voir au quotidien. Mais merci beaucoup pour ton invitation. C'est vrai que ouais, je trouve que c'est formidable de pouvoir en parler comme ça, et puis sur des médias comme cela, où Hmm. tous les gens qui le souhaitent peuvent venir écouter et avoir quelques informations de plus. Merci beaucoup pour cet échange. Donc, si vous avez des questions qui vous restent ou des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à vous les poser sous la vidéo. Je vais la mettre en replay d'ici quelques petites minutes, juste le temps que je note de quoi on a parlé, pour que voilà, on s'y retrouve un peu plus. Et puis d'ici 3-4 minutes, elle sera disponible. Mais merci à ceux qui ont été là avec nous, qui ont partagé, posé leurs questions, et puis même merci à ceux qui nous ont simplement écoutés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent simplement sans rien dire, mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas apprécié nos échanges. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.